Effectivement, je voudrais vous inviter à la plus grande prudence et de ne pas prendre pour argent comptant les rumeurs qui circulent. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est une spécialité de l'environnement immédiat de la présidence et tout cela est fâcheux. Surtout concernant les soutiens et les choix politiques, et effectivement, ils m'appartiennent en tant que président du Tapura Huiratira, en tant que président du pays, mais ces choix et ces soutiens appartiennent également au conseil politique avec lequel ces choix sont préalablement débattus. C'est la règle au sein du parti et c'est le fondement même de la démocratie. Tant que le conseil politique et que moi-même ne nous sommes pas exprimés, rien n'est décidé, rien n'est acté et personne ne peut se prévaloir d'une décision qui n'a pas été prise ou d'une investiture quelconque. Ne prenez pas pour argent comptant les désirs des uns ou les déceptions des autres. Je comprends la nécessité que vous-même, les journalistes, avez d'effectuer votre travail et la contrainte que vous avez surtout de le faire chaque jour dans l'immédiateté et la pression de la concurrence, mais vous devez aussi intégrer le fait que le temps politique n'est pas le même que le temps médiatique. Ne voyez ici, mes chers amis, aucune leçon, car je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je vous invite tout simplement à la prudence. Comme vous le savez, pour revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui vous préoccupe essentiellement, j'ai pris la décision de retirer la fonction de vice-président à M. Thierry Alpha. Cette décision a été actée le 5 novembre dernier. Je me suis expliqué dans un communiqué qui vous a été adressé à toutes et à tous. M. Thierry Alpha a accepté cette décision. Thierry Alpha demeure ministre de l'Agriculture, de l'économie bleue et du domaine en charge de la recherche. C'est un ministre compétent, je vous l'ai déjà dit, et qui connaît très bien son secteur. C'est aussi un compagnon de route politique de très longue date. J'ai donc souhaité le conserver au sein du gouvernement et je vous confirme aujourd'hui, il reste dans l'équipe. Je lui ai retiré sa fonction de vice-président car, je l'appelle, sa position ne me semble pas compatible avec l'exemplarité que requiert la fonction de numéro 2 du gouvernement et qu'elle jette surtout le trouble au sein de l'opinion publique. Je suis effectivement convaincu que lorsqu'on est un homme politique, les considérations individuelles doivent s'effacer devant la responsabilité collective. Je lui ai donc laissé le temps nécessaire pour arrêter sa position. Vous me connaissez bien à présent, je cherche à comprendre, je ne décide pas brutalement. J'ai pris le temps de mûrir ma décision, tout comme j'ai pris le temps de laisser à Thierry un moment pour mûrir la sienne. Mais vient donc aujourd'hui le moment de décider. Je vous rappelle que la loi organique de 2004 précise que le président nomme le vice-président et les ministres. Le président choisit le vice-président, celui-ci a un rôle particulier. En plus de ses portefeuilles ministériels, comme les autres ministres, il a la charge d'assurer l'intérim du président de la Polynésie française lorsque celui-ci est absent ou empêché. Il préside également le Conseil des ministres lorsque le président est absent. Je continue avec la loi de 2004. Le Conseil des ministres adopte les lois de pays, les transmet à l'Assemblée et les actes délibérés en son sein, ce qui effectivement engage la responsabilité du président, du vice-président et des ministres. C'est nous qui transmettons ces projets de loi.
en ne se soumettant pas donc à l'obligation vaccinale qu'il a lui-même soutenue lors des conseils des ministres, il crée un trouble manifeste qui n'est pas compatible avec cette fonction importante de numéro 2 de l'exécutif. Alors, vous avez compris que, naturellement, le vice-président est nécessairement un homme de confiance. Vous vous en doutez bien, pour ce qui me concerne, le choix n'est pas facile, car plusieurs membres du gouvernement auraient pu prétendre à occuper cette fonction par leurs compétences, par leur ancienneté pour quelques-uns d'entre eux, par leur fidélité et leur loyauté. J'ai autour de moi des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles, et des femmes et des hommes loyaux. Afin de garantir la continuité des institutions, et bien que le statut m'accorde 15 jours pour le faire, j'ai décidé de nommer sans tarder un nouveau vice-président en la personne de Jean-Christophe Bouissou. Qui l'apprend en même temps que vous. Jean-Christophe est un compagnon de longue date. Nous nous connaissons bien. J'apprécie sa franchise et sa grande loyauté. Il a donc toute ma confiance. J'ai eu l'occasion de l'observer, de mesurer son implication, sa bonne maîtrise des dossiers, les bons résultats obtenus ces 5 dernières années. Ce sont ses qualités humaines, sa grande capacité de travail, son sens du devoir qui m'ont conduit à faire ce choix et à reconnaître un engagement politique vieux de plusieurs décennies. Son parcours professionnel et politique entamé, vous le savez tous ici, depuis le début des années 90, l'a conduit à occuper de nombreuses fonctions. Il a été plusieurs fois ministre et porte-parole du gouvernement. Tout ceci fait de lui un choix naturel et logique, et je le remercie d'accepter cette responsabilité supplémentaire. Cette modification n'est pas la seule. Vendredi après-midi, comme vous le savez, Mme Nicole Bouteau m'a remis sa démission. Elle m'a adressé une longue lettre pour expliquer son choix et j'ai entendu comme vous ses déclarations lors de sa conférence de presse lundi matin. Sa démission résulte directement de la situation de M. Alpha. Mme Bouteau aurait effectivement souhaité que j'exclue complètement, totalement, Thierry Alpha du gouvernement. Je ne peux pas aujourd'hui décemment l'exclure de mon gouvernement. Indépendamment de ce sujet, et surtout pour une meilleure information du public et des partenaires sociaux, vous le savez, j'ai demandé à l'Assemblée de repousser de 2 mois au 23 décembre la date d'obligation vaccinale et des sanctions qui pourraient en découler. Je vous rappelle qu'un amendement a été voté par l'Assemblée la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, et cet amendement a été adopté par 44 voix sur 57, donc par une large, très large majorité. Pour l'heure donc, M. Thierry Alpha est encore dans le délai pour se soumettre à cette obligation. J'aviserai donc à l'issue de ce délai, mais j'espère simplement que mon ami, M. Alpha, profitera de ce temps supplémentaire pour se conformer à cette obligation à laquelle j'apporte, vous le savez tous, une très grande importance pour les ministres et ceux qui sont auprès de moi. Donc vous l'avez compris, Madame Bouteau ne l'accepte pas. Je n'ai donc pas d'autre choix que d'accepter sa démission que j'ai actée hier, mardi. Croyez bien que je le regrette, car j'ai apprécié et j'apprécie le travail réalisé par Madame Nicole Bouteau, qui s'est beaucoup impliquée par son travail dans la gestion de la crise sanitaire et qui, je le sais, a la reconnaissance des professionnels du tourisme, un secteur essentiel au redressement de notre économie. J'ai pensé vraiment que tout ce travail réalisé jusqu'à aujourd'hui, j'ai pensé
que toute cette implication auprès des professionnels du tourisme méritait pour elles et pour eux, pour le gouvernement qui l'a soutenu, de dépasser les divergences personnelles. Hélas, ce n'est pas le cas et je le déplore. Toutefois, je respecte le choix de Mme Bhutto qui conserve toute mon estime et toute ma reconnaissance pour le travail réalisé durant ces années et notamment durant cette pandémie que nous subissons encore aujourd'hui. Afin d'assurer la continuité de l'action du gouvernement, j'ai décidé de répartir les portefeuilles qu'occupait Mme Bhutto auprès d'autres ministres. Je ne nomme pas de nouveaux ministres aujourd'hui. Outre ses portefeuilles actuels, M. Yvonnik Raffin sera également ministre du Tourisme en charge d'Air Inouï, puisqu'il siège déjà au conseil d'administration de notre compagnie aérienne. J'ai confié le travail et le dialogue social à Mme Christelle Lehartel, actuelle ministre de l'Éducation. M. René Temiharo assurera les relations du gouvernement avec les institutions. La tâche qui nous attend est importante, mais je ne voulais pas effectuer des changements majeurs alors que le gouvernement travaille en ce moment encore sur les arbitrages du budget 2022 que nous nous apprêtons à présenter à l'Assemblée de Polynésie française, et ce budget doit être déposé dès le lundi 15 novembre à venir. Nous y travaillons, nous travaillerons le 11 novembre pour terminer les derniers calages du budget général. Donc le gouvernement franchira cette étape en ordre resserré. Je souhaite d'abord passer cette échéance budgétaire importante avant d'envisager un éventuel remaniement du gouvernement. Mes amis, les dissensions sont inévitables. Elles font partie des aléas de la vie politique, même au sein des familles les plus soudées. Cela fait toujours mal, cela est toujours regrettable. Je vous rappelle tout de même que jeudi dernier à l'Assemblée, la majorité Tapura Hubiratira a fait preuve d'unité en votant comme un seul homme la loi sur l'obligation vaccinale. Je crois que c'est l'effet collatéral d'une crise plus large qui résulte de cette pandémie, qui a mis tout le monde à l'épreuve et qui, en fin de compte, bouscule jusqu'à nous nos repères. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'en sortir et de rester unis, surtout de rester solidaires. C'est bien la directive qui nous est donnée par le Conseil politique que j'ai réuni il n'y a pas longtemps. Je l'ai dit et je le redis, je le redirai encore et encore, nous ne résisterons pas à une quatrième vague si nous nous comportons pas comme des hommes et des femmes responsables et si nous ne restons pas mobilisés. Nous ne résisterons pas à cette quatrième vague que nous attendons. Ces petits changements au sein du gouvernement font partie de la vie politique. Soyez rassurés, tout ceci n'ébranle pas ma détermination et encore moins ma volonté d'avancer. Bien au contraire, l'adversité stimule ma combativité. Le gouvernement met toute son énergie à préparer le projet de budget 2022 qui tracera pour l'année prochaine les grands axes des mesures envisagées pour traverser les effets de cette crise. Vous avez compris, ce qui m'importe avant tout, c'est le sort de notre population, car c'est notre responsabilité. Je suis préoccupé par la situation sociale de certains d'entre nous qui souffrent. La tâche est considérable et les enjeux naturellement importants pour la cohésion de notre communauté. Donc je vous demande de garder confiance, c'est cela qui me motive. Je ne vois pas dans ces petits PAPA internes, ou du moins je ne vois dans ces petits PAPA internes
que des péripéties secondaires, certes fâcheuses, mais secondaires, voire minimes, au regard des enjeux tellement plus importants qui doivent mobiliser notre énergie et notre volonté. Il faut revenir à l'essentiel et ne pas se disperser. Le passé appartient au passé, n'est-ce pas? On n'y peut plus rien y changer. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'avenir. Alors c'est pourquoi je voudrais aussi partager avec vous deux événements heureux qui viennent de se produire et dont nous devons tous être fiers. Mais avant, je veux dire quelques mots de la crise sanitaire et de la situation sanitaire du pays. Elle s'améliore considérablement et c'est aussi une excellente nouvelle. Nous n'avons enregistré aucun nouveau cas de décès depuis le 26 octobre dernier, soit donc depuis 15 jours. Nous n'avons enregistré que 15 nouveaux cas en 24 heures. Et sur les 15 hospitalisations en cours, seules 5 sont encore en réanimation et 8 en traitement Covid long. Ces chiffres, effectivement, peuvent laisser penser que le danger est derrière nous, mais ce serait une erreur. Ce serait une grave erreur. Le président de la République, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron, vient d'annoncer que la 3e dose de vaccin sera désormais obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans s'ils veulent obtenir le fameux pass sanitaire. Donc, pouvoir aller au restaurant, pouvoir participer à des spectacles, pouvoir bouger. Chez nous, je vous rappelle que la 3e dose est déjà recommandée. Elle n'est pas obligatoire, bien sûr, mais elle est déjà recommandée à ceux qui ont au-delà de 60 ans. Je vous dis, saisissons cette chance, car aujourd'hui, nous disposons encore d'une disponibilité de 150 000 doses. Nous avons en stock un peu plus de 150 000 doses. Partout dans le monde, la pandémie repart à la hausse. En Russie, vous le savez, ils sont à plus de 1000 morts quotidiens. En France, aux États-Unis, en Allemagne et dans les pays, et bien dans d'autres pays. Cette situation, qui intervient après une nette amélioration, montre surtout que nous ne devons pas relâcher nos efforts. En Polynésie, le point sanitaire qui m'a été transmis ce matin révèle une circulation locale un petit peu plus active du virus par rapport aux 15 derniers jours. Cette situation révèle un coronavirus capable, comme partout ailleurs dans le monde, de muter localement en trouvant un terrain favorable chez les personnes non vaccinées. Souvenez-vous, c'est juste un rappel, mais souvenez-vous que le 10 juin dernier, nous étions dans la même situation qu'aujourd'hui. La vie semblait normale, la vie pouvait repartir. Nous avons effectivement assoupli les restrictions, nous avons même levé le confinement et nous savons tous ce qui s'est passé. L'épidémie est repartie de plus belle avec le variant Delta. Le variant Delta que nous avons développé ici en Polynésie française. Aujourd'hui, contrairement aux autres crises que nous avons eues, le Delta s'est développé chez nous. En 2 mois, nous sommes passés de 140 décès à 636 décès. Personne n'aurait pensé que cela fût possible pour nous. Notre hôpital était saturé, il a fallu faire appel à l'aide extérieure, aux Calédoniens, au soutien de la réserve sanitaire. Alors, la question que je vous pose, que je nous pose à tous, voulons-nous que cela se reproduise? La réponse, elle est évidente. Alors, je vous dis, tirons les enseignements d'une situation aussi funeste. Aujourd'hui, 10 novembre 2001, 5 mois plus tard,
nous sommes exactement, 5 mois plus tard, nous sommes exactement dans la même situation que le 10 juin 2021. Alors, c'est vrai qu'on entend dire, comme si c'était une excuse pour minimiser les effets du virus, que de toute façon, ces personnes étaient condamnées, celles qui sont parties, car elles souffraient déjà de comorbidités et de pathologies qui les mettaient en danger. C'est inexact. Je voudrais dire à ceux qui disent ce genre de choses avec une légèreté presque choquante, de grâce, n'ajoutons pas le mépris au deuil. Il y a quelque chose d'indécent à s'exprimer de la sorte. Aujourd'hui, 55,3% de la population totale est vaccinée. 55,3% de la population est vaccinée. Soit précisément 152 714 personnes. Nous sommes 280 000. C'est insuffisant pour être à l'abri des ravages du virus. Nous estimons qu'il manque effectivement 80 000 personnes de plus de 12 ans à la vaccination. Nous estimons qu'il manque 80 000 personnes. Car en cas de reprise épidémique, le virus variant s'attaquera plus facilement aux personnes non immunisées et fera plus facilement des ravages parmi elles. Encore une fois, mon appel à la vaccination n'a pour seul but que de protéger, que de vous protéger, que de protéger ma population. Je veux protéger notre population par un vaccin qui ne présente aucun danger médical. Je le répète, je continue à le répéter. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, que le stock des vaccins dont nous disposons permet d'atteindre cette immunité collective après laquelle nous courons depuis un certain temps. Je vous disais, nous disposons de 150 532 doses de vaccins en stock. 150 000, vous m'entendez bien, ce qui permet de vacciner précisément 80 753 personnes. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'injecter 2 doses à 80 000 personnes. En utilisant ces doses de vaccins disponibles, nous serions à ce moment-là 233 747 personnes à être vaccinées sur une population totale de 280 000 personnes, soit un taux de vaccination de 83%. Nous pourrions nous considérer être à l'abri et encore. Vous connaissez des pays vaccinés à plus de 80% et qui sont en train de vivre une nouvelle crise. Donc le variant Delta peut muter. Il se propage d'autant plus facilement que la vaccination est faible. C'est de la redite, vous le savez, on le répète. Nous ne sommes donc pas à l'abri du risque que le virus présent en Polynésie française opère sa propre mutation, ce qui serait catastrophique pour nous. C'est un risque que je ne veux pas prendre. C'est un risque que je ne veux pas faire prendre par la population. Les épidémiologistes constatent que plus la vaccination est importante, moins le virus a de risques de muter. Nous avons aujourd'hui en notre possession les outils pour rendre ce virus moins nuisible et retrouver une vie presque normale. Nous avons les moyens de rendre notre vie normale. C'est pourquoi, chers amis, je vous appelle à vous mobiliser en faveur de la vaccination. Je voudrais dire à celles et ceux qui hésitent encore que le vaccin est la meilleure solution qui nous est offerte et dont nous disposons aujourd'hui. Avantage que n'ont pas un grand nombre de pays en voie de développement. La vaccination a fait ses preuves sur des milliards de personnes au travers le monde. Il est désormais prouvé que la vaccination préserve des formes les plus graves et préserve la santé du plus grand nombre en même temps qu'elle évite la saturation des hôpitaux, ce qui est important naturellement pour nous. Souvenez-vous, 95% des personnes décédées chez nous n'étaient pas vaccinées. La situation que je vous décris repose donc sur des chiffres qui sont réels et incontestables.
La seule leçon, à tirer de cette réalité est que le vaccin protège plus facilement la vie humaine. Aucune personne ne peut le nier ou le contester. Depuis le 6 novembre, les frontières internationales rouvrent et nous recevons à nouveau des touristes. Tous les touristes arrivant chez nous en provenance de métropoles ou des États-Unis sont tous vaccinés. Comme nous-mêmes, lorsque nous voulons sortir du pays, nous devrons nous vacciner. C'est donc désormais une obligation internationale, c'est une obligation incontournable. Nous pouvons donc les accueillir en sécurité, tout en préservant, c'est ce que je vous demande, les efforts de distanciation et les gestes barrières. Ceci nous permet d'envisager une reprise progressive de l'activité économique. Les fêtes de fin d'année approchent. Nous avons tous hâte de nous retrouver en famille ou entre amis à l'occasion de Noël ou du Nouvel An. Mais ma crainte, c'est que nous relâchions notre vigilance et qu'une nouvelle vague ne nous submerge au début de l'année prochaine. Je l'ai dit lors de mes déclarations passées, à la suite, je crois, de la visite du professeur Parly. C'était donc, je crois, dans la 3e semaine du mois d'août, lorsque nous avons opéré les évacuations sanitaires sur la France, qui nous avait déjà annoncé qu'en métropole, on n'aurait pas cru il y a un mois, qu'en métropole, la crise allait reprendre vers la mi-novembre et qu'en Polynésie française, vraisemblablement un mois plus tard. Nous sommes dans le timing prévu par ces spécialistes et donc il faut quand même, je veux vous le dire, que nous doublons de vigilance et que nous fassions attention, malgré, je dois le dire, l'assouplissement des contraintes sanitaires. Mais soyons prudents et responsables, nous n'avons pas fait tous ces sacrifices pour ne tirer aucune leçon. Ne baissons pas la garde et restons vigilants. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Enfin, je voudrais terminer sur une note encore plus positive et revenir sur 2 événements majeurs. Le premier est la belle victoire que nous avons remportée dans l'attribution des Jeux de Polynésie française en 2027, dans 5 ans, du Pacifique. Pas encore. Notre pays a remporté le vote devant le Vanuatu. Le Vanuatu qui était pourtant mieux armé financièrement que nous, car soutenu par un pays d'Asie. Je ne citerai pas. 22 pays du Pacifique ont participé à ce vote et la Polynésie l'a emporté à une très large majorité. C'est la preuve que notre pays est encore très attractif. C'est la preuve que nos frères du Grand Pacifique portent sur nous un regard bienveillant et positif. Ils croient en nous, malgré les arguments qui ont été avancés par nos adversaires. Mais c'est aussi une formidable aubaine pour notre jeunesse, pour nos athlètes bien sûr, pour tout le monde sportif et culturel. Le dossier de la Polynésie française était bien étayé. Il était porté par le monde sportif, il était porté par le comité olympique de Polynésie française, naturellement avec le soutien du gouvernement, mais le travail, c'est le monde sportif qui l'a réalisé. Le Pacifique a fait le choix du sport, le choix de notre pays pour accueillir ces Jeux de 2027. Ce choix résonne aussi comme une victoire sportive, bien sûr, mais aussi diplomatique, au milieu de la bataille d'influence que se livrent aujourd'hui les grandes puissances dans la région, notamment, je veux parler des États-Unis, de l'Australie et de la Chine. En faisant le choix de la Polynésie française, les États insulaires du Pacifique adressent
un message à la France et à l'Europe. Le second événement, c'est l'organisation en 2024, dans 2 ans maintenant, des Jeux olympiques ici en Polynésie française, et pour qui contiennent le surf. J'ai signé hier matin, ici même, la convention Terre des Jeux 2024 avec le directeur général du comité Paris 2024, M. Étienne Taubois. C'est la première fois qu'une collectivité d'outre-mer française participe aux Jeux olympiques. La France elle-même n'avait plus accueilli les Jeux depuis 38 ans. J'ai indiqué au directeur général, ça fait l'objet effectivement de l'actualité aussi, combien nous sommes fiers d'accueillir les compétitions de surf. Il nous a donné l'assurance que ces Jeux restent conformes à l'esprit olympique et à l'esprit de la Convention Terre des Jeux 2024 qui s'inscrit dans un respect des lieux et un héritage durable. Le site de Teahupo'o restera donc préservé et ne sera pas transformé. Les aménagements qui pourraient y être apportés seront éphémères et démontables. Étienne Taubois s'est engagé à ce qu'aucune construction ne vienne défigurer les lieux. Pour le comité organisateur des Jeux olympiques 2024, les Jeux olympiques s'adapteront au site naturel de Teahupo'o et non l'inverse. L'esprit et le message du comité organisateur sont donc clairs et sans ambiguïté. Le village de Teahupo'o sera le cœur des Jeux et le comité souhaite que cela puisse se faire en totale harmonie avec la population et la commune, tant en matière d'hébergement que de logistique et de transport. Nous reviendrons devant vous dans le détail de cette organisation dans les jours à venir, puisque vendredi matin, nous tenons une réunion avec le comité olympique pour fixer ces orientations. Les prochains Jeux olympiques se dérouleront ensuite en 2028 en Californie, puis en 2032 en Australie. Le bassin Pacifique est naturellement bien concerné. Le Pacifique, donc, devient un des épicentres olympiques pour l'avenir et les épreuves de surf de Teahupo'o, qui auront pour cadre sa vague mythique, seront donc une nouvelle opportunité pour nos futurs athlètes surfeurs de se préparer aux Jeux olympiques de l'avenir en 2028 et 2032. Teahupo'o sera un tremplin pour nos athlètes, en particulier donc pour nos surfeurs. Je les encourage à s'y préparer, car je sais que nous avons les talents et les ressources nécessaires. C'est d'ailleurs un enfant du pays, je vous le rappelle, vous le savez, Hira Terinatofa, qui a été officiellement nommé entraîneur de l'équipe de France de surf. Les JO de 2024 apporteront donc au pays et à ses athlètes locaux un rayonnement mondial à nul autre pareil. C'est une consécration mondiale pour la vague mythique de Teahupo'o et un retour aux sources pour le surf devenu discipline olympique. Je suis heureux de ces perspectives, vraiment, notamment pour notre jeunesse. Je suis heureux que notre pays ait été choisi et reconnu. Je voulais partager donc avec vous cet enthousiasme et ces espérances que je place en vous pour vaincre ensemble la pandémie. Enfin, un dernier mot, parce que tout le monde se pose des questions aussi là-dessus, permettez-moi d'avoir une pensée pour mon ami Michel Buyard. Le maire de Papeete est actuellement hospitalisé à Nice. Il est sous observation. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Je ne peux pas vous dire, vous donner une date de retour, mais des nouvelles, des informations que j'ai de ses enfants qui sont auprès de lui, papa va bien. Donc, je lui adresse en notre nom à tous, au nom de tout le gouvernement, nos vœux de prompt rétablissement. Je vous remercie.